Bonjour et bienvenue dans le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle, accompagnante des blessures de l'intime féminin, prêtresse, enseignante sur la voie initiatique de la rose et bien d'autres choses encore. À l'image de la rose et de ses pétales, mon univers se déploie entre terre et ciel. Et je cherche avant tout à diffuser un message d'amour et de connaissance qui viennent toucher le cœur de celles et ceux qui m'écoutent. Femme fractale aux multiples facettes, je te partage un peu de ma vie intérieure, de mes réflexions et de mon expérience personnelle sur les différents sujets qui m'animent et me passionnent, en espérant que tout cela trouve en toi un écho heureux. Tu trouveras un nouvel épisode chaque 2e et 4e vendredi du mois, jour de Vénus. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Qu'est-ce que la lignée spirituelle? Comment s'y relier? Pourquoi faire? Et quels sont les enjeux initiatiques d'un tel parcours? Alors pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui une femme qui ne ressemble à personne dans la sphère spirituelle. Souvent imitée mais jamais égalée, elle a le verbe haut et tranchant comme une épée. Sans concession et chirurgicale dans ses prises de position, elle est un peu le poil à gratter, l'emmerdeuse sacrée comme elle se définit elle-même, qui nous empêche de nous gargariser dans un entre-soi sclérosant. Elle débusque ses ombres et celles du collectif pour nous tendre un miroir implacable mais ô combien libérateur. Femme libre et rebelle qui n'a pas peur d'aller éclairer de sa torche laser les espaces les plus sombres de l'âme humaine, elle reste pour moi une femme lumineuse au cœur aussi pur que son regard est azur. J'ai nommé Iriadelle. Coucou Iria. Coucou Hélène. Après une telle intro, je suis plus que lumineuse là. Tu clignotes. Là, je suis comme un feu d'artifice. Bon, écoute, oui, je crois qu'on a bien compris que je suis ultra fan de toi et ça date pas d'hier, hein, toutes les deux, on se connaît depuis des années maintenant, on a un long parcours de collaboration ensemble. Je suis vraiment ravie de t'accueillir pour cet épisode. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es autrice, cartomancière, sorcière, alchimiste, mais aussi maman, amoureuse et plein d'autres choses encore. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter, toi, quelque chose à cette présentation. Alors, je pense que le CV est bien fourni déjà dans ton résumé. Et tu le sais, l'amour est partagé Oui. en ce qui nous concerne, toi et moi. Et là, sur la lignée spirituelle aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur le côté euh, bah, cheminante spirituelle. Donc, ça peut s'adresser à plein de personnes, même si on ne se reconnaît pas sous l'étiquette de sorcière, même si on ne pratique pas consciemment l'alchimie. Ce que je vais développer avec toi, ça va être quelque chose qui va faire appel à toute personne qui a un cheminement, une sorte d'initiation avec la spiritualité. Ok, ouais. Alors c'est vrai que c'était une thématique qui me tenait particulièrement à cœur de d'évoquer avec toi spécifiquement parce que on a souvent des cheminements en miroir, toi et moi. On a déjà évoqué beaucoup de sujets ensemble, notamment la question du couple sacré à travers le prisme des flammes jumelles. Et cette notion de lignée, alors même si on n'a pas tout à fait la même lignée spirituelle, toi et moi, c'est un sujet qu'on a énormément évoqué en off depuis des années, des mois. Et, euh, et je me suis dit que ça serait vraiment chouette voilà, de mettre en perspective un peu nos parcours et puis peut-être aussi de proposer une tentative de formaliser ou de grille de lecture, comme tu dis, autour de ce cheminement sur la lignée spirituelle. Donc, on a préparé un petit peu, je dis ça pour nos auditeurs, cet épisode en 5 points que tu m'as proposé et et auquel j'ai souscrit pleinement. Donc, on va essayer déjà de définir ensemble ce que c'est que la notion de lignée spirituelle. On essaiera dans un deuxième temps
préciser la nature de ces différentes lignées. Ensuite, on essaie de répondre à la question pourquoi se religner à sa lignée spirituelle, à quoi ça sert, et puis comment s'y relier, parce que ça aussi c'est important d'être un peu pratico-pratique. Et on parlera ensuite ensemble de la finalité initiatique et alchimique de ce processus. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout résumé, Iria? Oui, déjà, si on arrive à aller au bout de ces 5 points, vu comment j'ai la Ouais. langue bien pendue, ce sera pas mal. Écoute, sinon, ça sera un épisode peut-être un peu plus long, mais les gens feront des pauses et puis on va y arriver. Mais je pense que ça va être, j'en suis sûre, riche et passionnant. Eh bien, écoute, je te propose qu'on démarre tout de suite à partir de cette fameuse grille alchimique que tu m'as proposée et que je trouve hyper intéressante, bien évidemment, parce moi, elle me parle énormément dans mon vécu aussi. Est-ce que tu pourrais repréciser ça pour les personnes qui nous écoutent? Oui, alors avant toute chose, je pense que c'est important de resituer dans quelle grille de lecture on se place quand on parle de lignée spirituelle, parce que je pense que le premier réflexe quand on parle de lignée, c'est de penser au niveau humain, parce que, je le rappelle, nous sommes toutes et tous humains, et donc je pense que le premier réflexe, c'est de penser à la lignée de sang. En Mm. tout cas, en majorité. Les personnes à qui on parle de lignée, tout de suite, ils pensent aux ancêtres, ils pensent à une grille de lecture que je qualifierais davantage d'horizontale, donc sur Ouais, le plan terrestre, sur le plan humain. Et en fait, la lignée spirituelle, elle peut, par chance, englober une réalité humaine, mais elle va bien au-delà et elle peut même selon sa coloration, nous en détacher plutôt. Donc la lignée spirituelle, elle est à part. Si on prend une grille de lecture alchimique, dans l'alchimie, on a ce qui se trouve en bas, le corps, l'humain. Ce qui se trouve dans les sphères intermédiaires, nous avons l'âme, ce qui va animer le corps. Et au niveau de l'âme, on a euh, différentes incarnations possibles. Là, on va rentrer dans la multidimensionnalité, on va rentrer dans euh, peut-être même des choses qui ne sont pas humaines. Et tout en haut, tout en haut, tout en haut, nous avons l'esprit, le spiritus. Et c'est à ça que je vais me raccrocher quand je vais parler de lignée spirituelle. Donc c'est vraiment une mise en abîme complète. On va remonter tout en haut de ce que peut être une lignée. mm, Et une lignée du point de vue du spiritus, c'est une lignée qui est la plus haute, la plus englobante. Et donc c'est la plus divine, la plus désincarnée. Et il faut avoir donc déjà un questionnement métaphysique pour pouvoir s'y relier, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas immédiatement visible. En revanche, comme il y a, selon les principes hermétiques, des résonances entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, forcément dans ce que l'on est et dans ce vers quoi on chemine, il va y avoir des indices qui vont concorder entre cette lignée spirituelle et entre notre petit humain. Donc en fait, cette lignée, elle est euh, à la fois l'arbre complet auquel on est rattaché. Moi, je vais parler en termes de colonnes. Moi, je vois ça comme une colonne. Et puis, il va y avoir des petites branches, des branches avec des spécificités. Et plus on va descendre dans les branches et plus on va aller vers quelque chose de précis. Et la lignée spirituelle, c'est quelque chose qui est très immatériel, mais euh, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de pointer du doigt pour aller se percher. Je vois cette colonne avec un double mouvement. Donc pour moi, l'alchimie, elle permet à la fois de s'élever vers le divin,
d'aller dans cette quête du divin, mais aussi de faire descendre le divin en nous. Et donc, ce double mouvement, il est super important à rappeler pour moi parce que il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des quêtes initiatiques vers l'alchimie, vers différentes voies spirituelles, dans un but de fuir l'incarnation. Et selon moi, cette quête, elle est plutôt pour nous ramener plus fortement dans l'incarnation, Ouais. juste en y incorporant ce divin. Donc voilà, pour moi, cette lignée spirituelle, c'est vraiment la plus haute expression de notre lignée, de notre ancestralité au niveau de l'immatériel et du matériel. Et c'est ce qui va finalement nous répondre aux questions les plus brûlantes, je pense, qu'on a en termes de spiritualité. Hmm. Ouais, ouais, ça résonne beaucoup ce que tu expliques avec ce que je peux avoir vécu et ce que je peux continuer à vivre alors à travers moi, mon propre cheminement au sein de la lignée de la rose. Et je voudrais rebondir juste sur certains aspects. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est cette vision que tu as et que je partage de finalement un parcours à la fois spiralé par strates et qui nous fait tisser. Moi, je relie beaucoup la notion de travail en fait avec la lignée à une œuvre de tissage. Et c'est-à-dire avec vraiment ces allers-retours entre les sphères les plus subtiles de notre lignée et en même temps les sphères les plus concrètes et les plus terrestres. Et d'ailleurs, c'est un travail que je fais faire moi en prêtrise dès le début du cheminement. On commence par ça en fait. On commence vraiment par une exploration sur et un travail en profondeur sur la constitution, l'élaboration, l'identification de sa lignée spirituelle et de ses spécificités au sein de la lignée de la rose. Alors c'est aussi des accompagnements moi, que je peux proposer aussi de manière individuelle en dehors du cursus de prêtrise, mais en tout cas en prêtrise, moi c'est vraiment quelque chose qui est pour moi complètement incontournable parce qu'on ne peut pas pour moi, on ne peut pas se mettre au service si on est complètement, comment dirais-je, en dehors de, enfin, si on est hors sol, à la fois dans ses racines terrestres et dans ses racines du ciel, comme on dit. Voilà. Donc, je trouve ça vraiment super intéressant. Et la question que je me posais et qu'on n'avait pas forcément abordée ensemble, mais qui me vient en t'écoutant, c'est peut-être avant d'aller plus loin, comment est-ce que toi, t'es venu à te questionner sur cette notion de lignée? En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à réfléchir là-dessus et à te lancer dans ce grand voyage? Alors moi, mon cheminement, il n'a pas commencé, mon cheminement spirituel, mon cheminement motivé, il n'a pas commencé avec cette notion-là. Mais elle a toujours été là, un peu comme en arrière-plan, sans que je ne réalise qu'elle était là. Hmm. Donc j'ai mis du temps à me rendre compte que cette thématique était au milieu de tout, en fait. Là où c'est devenu, on va dire, plus prégnant, c'est quand j'ai travaillé euh, sous la houlette de la déesse sombre. En fait, moi, je me suis lancée dans une prêtrise avec la déesse sombre. Donc, je suis un peu plus, à la fois plus secrète sur ma prêtrise et plus ermite que, par exemple, toi qui proposes de faire des groupes de prêtrise et de transmettre là-dessus. Moi, ma prêtrise, elle est, on va dire, plus sous cloche. Et en même temps, c'est comme si j'avais aucun tabou finalement, tout ce que je partage fait partie à la fois de ma prêtrise et de tout ce que je vais puiser dans ma lignée. Donc, ma coloration de lignée, je pense qu'elle est finalement très transparente à travers tout ce que je partage. Donc, le premier projet éditorial que j'ai sorti, c'était l'oracle de la déesse sombre. Et ma lignée, elle est là, en fait. Ouais. Euh, donc, quand j'ai eu cet appel avec la déesse sombre, moi, j'avais reçu un appel avec la déesse Lilith, qui est ma déesse tutélaire depuis le début des années 2010. Et
cette lignée, elle n'était pas encore claire, mais je cheminais avec une déesse d'une certaine coloration. Et quand j'ai senti l'appel de la déesse sombre, c'était comme si on montait de plein de poupées russes. En fait, moi, je vois la nature des lignées spirituelles comme des poupées russes. Et donc, quelque part, dans ce cheminement, on commençait à tisser une histoire de lignée. Donc, il y a à la fois cette histoire de tissage, comme tu dis, et puis il y a aussi ces branches, ces, euh, ces ramifications Ouais, qui se sont faites par on va dire, une branche que j'appellerais Lilith. Et je suis remontée ensuite tout en haut. C'est comme si j'allais chercher tout en haut de mon arbre ou dans les racines, enfin vraiment quelque chose le plus consistant, quoi, au centre. Et là, il y avait cette identité de déesse sombre. Et donc là, j'ai eu une mise en abîme en fait entre l'identification on va dire, du plus petit qui est moi, de l'intermédiaire qui était la déesse qui m'accompagnait et du très grand qui était la déesse sombre. Donc cette conscience que j'appelle la déesse sombre, on pourrait lui donner plein de noms. Au final, finalement, notre grille de lecture, elle n'est qu'une traduction humaine sans doute très imparfaite. ouais, ouais, Et je trouve que c'est très juste. Ouais. ce qui était très intéressant, c'est que pendant tout ce projet, il y avait une déesse qui a été assez emblématique, qui était Tiamat, qui est représentée dans la carte 10. Alors c'est intéressant parce que dans le tarot, la carte 10, c'est aussi une représentation d'une roue avec, on peut y voir le fait de tisser. Et Tiamat, je l'ai appelée la carte lignée. Donc, à l'époque, j'avais cette notion-là, mais elle n'était pas aussi prépondérante sur mon cheminement. Et quand j'ai demandé, en battant mon jeu, quelle illustration faire avec moi, parce que Gulliver, avec qui j'ai collaboré, qui a fait les illustrations, m'avait proposé de m'offrir une des déesses. Et j'ai demandé laquelle voulait venir avec moi. Je ne l'ai pas choisie consciemment. Et c'est la lignée qui a voulu venir avec moi. Donc, en fait, je sens qu'il y a cette lignée de déesses sombres et de femmes serpents aussi, parce qu'elles ont aussi ces caractéristiques-là. Bon, il y en a plein. Il y a plein de caractéristiques. Et ensuite, dès qu'on descend dans mes propres branchages, il y a des choses qui vont venir se préciser. Et c'est quand j'ai commencé à redescendre, c'est-à-dire je suis passée d'un intermédiaire à un très grand, et c'est quand j'ai commencé à redescendre vers des choses très spécifiques de mon cheminement, à aller dans du détail et à accepter surtout les, les fils que je rejetais et qui me faisaient peur. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à me dire, regarde bien, là, tu es vraiment en train de rentrer dans ta lignée. Hmm. Et c'est quand j'ai accepté d'endosser toutes les parts d'ombre, tout ce qui me faisait fuir, tout ce qui me faisait reculer, tout ce que je voulais pas accepter comme faisant partie de moi, que vraiment je suis rentrée dans un travail conscient sur la lignée. Et c'est quand je suis descendue dans un travail sur les démons, parce que ma lignée, du coup, est très, très liée à la maîtrise des démons. Et j'ai mis 7 ans à accepter cette composante-là dans mon travail et dans ma lignée. Et c'est assez intéressant, le chiffre 7, N'est-ce pas? toi qui passe pas mal de temps avec Marie-Madeleine. Voilà, je t'apprends rien. Hmm. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y a tout un travail de mise en abîme avec la lignée où on n'est pas obligé de partir de tout en bas ou de tout en haut. Il y a des explorations qui se font dans cet arbre et on va aller tirer sur des fils différents à un moment différent de notre parcours et ce sera différent selon les personnes. Parfois, on a besoin de commencer à, dans quelque chose de plus micro, des fois dans quelque chose de plus macro. Et moi, j'ai l'impression que ça a été comme ça un va-et-vient entre du très grand et du très petit. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je trouve que dans ce que tu exprimes,
Il y a ce que je peux retrouver moi dans ce que je vis et dans ce que j'observe aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire un parcours finalement au départ qui n'est pas conscient et qui malgré tout se dessine un peu comme l'ermite qui à un moment donné va faire un retour sur lui-même, il va se retourner sur son chemin pour regarder. Et c'est vrai que tout d'un coup, le parcours commence à prendre forme et la quête se révèle à elle-même et se révèle à l'initié sous le prisme de la lignée, mais elle a commencé bien avant qu'on en soit conscient. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir plein de métaphores. On a pris celle du tissage, on a pris celle de l'arbre, euh, mais c'est vrai que on a pris celle des poupées russes aussi parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de fractal et d'holographique dans ce travail-là. Et plus j'avance et plus je trouve que c'est quelque chose qui transcende en fait beaucoup de mes espaces de recherche et de transmission. Euh, mais c'est vrai aussi que il y a tout ce, il y a quelque chose de très organique en fait qui se met en place là-dedans et qui n'appartient que finalement qu'à la personne elle-même et à ce qu'elle va et à la manière dont elle va tirer les fils et quel fil elle va tirer en premier, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, on voit que c'est au début, ça peut paraître un petit peu fouillis, un peu labyrinthique. Et c'est vrai que le labyrinthe pourrait aussi être une une métaphore parmi toutes celles qu'on a déjà pu évoquer, et notamment pour le travail sur la lignée de la rose qui m'occupe beaucoup parce que c'est vrai que la rose et le labyrinthe ont beaucoup de points communs. Mais en tout cas, voilà, ça va s'activer, se mettre en place selon une cartographie qui nous appartient et qui vraiment qui nous est propre. Oui, bah, du coup, c'est là qu'on rejoint finalement cette question sur la nature des lignées spirituelles. Comment ça fonctionne finalement? Euh, Moi, j'aime bien parler de cartographie parce que c'est vraiment comme ça que je l'explore. J'ai l'impression que c'est un univers qu'on va aller explorer à l'intérieur de soi, mais qui est tellement plus grand que nous. Et c'est un peu comme si on allait explorer cette verticalité. Donc, je parlais d'une colonne. On Mm. peut aussi, enfin, dans plein de traditions, il y a énormément de traductions finalement de ça. L'arbre de vie et l'arbre de mort. Bon, moi, je crapahute beaucoup dans ces arbres-là, bon, surtout l'arbre de mort. Je suis très à l'aise dans l'arbre de mort et beaucoup moins dans l'arbre de vie. Et donc, ça fait partie aussi de ma lignée, ça. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai identifié que ça faisait partie de ma lignée, j'ai pu arrêter de prendre comptant les conseils prêts à l'emploi pour tout le monde et comprendre, moi, pour explorer cette verticalité, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne ma lignée et comment moi, du coup, je me positionne dans tout ça. Et ça peut expliquer pourquoi bah, voilà, les modes d'emploi tout faits ne fonctionnent pas pour moi. Et en fait, je pense qu'ils fonctionnent à 100% pour personne. Et du coup, finalement, cette verticalité, elle peut aussi être mal comprise parce que quand on rentre dans quelque chose de très vertical, on se dit, ah oui, on va se connecter donc à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Donc, il peut y avoir aussi ce côté trop fortement dans la dévotion, trop fortement dans l'attente d'une hiérarchie, comme si finalement les esprits auxquels on allait connecter allaient se placer au-dessus de nous dans un sens hiérarchique, alors que pas du tout. Euh, pour moi, ce truc des poupées russes, c'est de garder en tête que c'est nous. C'est-à-dire que la Big Mama tout en haut de la poupée russe, c'est nous aussi. C'est nous, on est tout en bas dans les branchages, mais en fait, il n'y a pas d'effet de hiérarchie. On est en train d'horizontaliser quelque chose de très vertical. Et donc ça a été quelque chose de très important dès le début de mon travail, de comprendre qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de génuflexion à avoir, il n'y avait pas de, euh,
Bah finalement, on se désaligne quand on perd en authenticité parce qu'on rentre dans quelque chose de trop empoulé. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on est là pour dire ça aussi, c'est moi, ça fait partie de moi, ou je fais partie de ce grand tout. Donc, je vais récupérer cet héritage à l'intérieur de moi et le mettre en action dans la matière. Ouais. Donc, c'est une identification à cette lignée, mais aussi une individuation. Ouais, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, il n'y a pas de lignée en dehors de soi. La lignée, elle nous préexiste d'une certaine manière, mais quelque part, on la vivifie, on la revivifie à partir du moment où on commence à s'y intéresser et à la réactualiser à l'intérieur de soi. Et je me rappelle quand on préparait cet épisode, je t'avais dit, quelque part, quand on travaille sur s'aligner, on peut entendre en langue des oiseaux s'aligner. S Oui, apostrophe, voilà, le fameux alignement que l'on on resserre beaucoup à toutes les sauces dans le vocabulaire et le lexique spirituel, mais je trouve que c'est hyper, c'est ça qui est hyper fort, je trouve, dans ce travail-là, c'est que finalement, on, la lignée, elle vit grâce et à travers nous et que, il n'y a pas de, comme tu le dis très bien, on peut être en dévotion à s'aligner, mais le simple fait de devenir qui nous sommes et de reconnaître en nous cet héritage suffit c'est la seule dévotion qui soit nécessaire oui. finalement. C'est ça le plus bel honneur qu'on peut faire Mm. à, à notre ancestralité au niveau de l'esprit. C'est d'incarner qui on est censé être. Et pour moi, on n'a pas été choisi. Tu sais, ce truc d'être des élus, Oui. d'avoir la main de Dieu qui nous attrape et qui dit, hey, toi, je te veux dans mon équipe. Et après, on est là, oh mon Dieu, il y a Lilith qui m'a appelé, c'est trop badass, ça veut dire que je suis quelqu'un de spécial. En fait, pour moi, on n'est pas choisi, on est envoyé. Mm. Alors, ça peut sembler encore plus incroyable, mais pour moi, c'est juste que on le porte déjà en nous. Quand Oui, on est, on l'a c'est déjà en ça. soi. C'est la fameuse, comment dirais-je, en fait, se reconnecter à sa lignée, c'est se reconnecter à son essence et à son ADN, tout simplement. Et à l'inverse, alors, euh, tout est un dosage. Il y a à la fois le fait de ne pas rentrer dans un trop-plein d'humilité et de génuflexion vis-à-vis de ces notions très larges. Et puis en même temps, il y a attention au gros melon qui va rentrer en mode je suis la réincarnation de la déesse bidule chouette. Et en fait, attention à ce genre de truc aussi. Parce Oui. qu'on est dans le fond bah, des petits humains quand même. Mm. Et nous sommes légion, c'est-à-dire que cette Big Mama de notre lignée, elle englobe énormément d'esprits et d'incarnations différentes. Donc ça veut dire que quelque part, ça nous force aussi à l'humilité sur le fait que nous sommes tout de même des humains au bout du compte et nous sommes nombreux, nombreuses à partager des branchages en fait. Oui, Euh, et il ne faut pas trop facilement sauter aux conclusions, ni dans le sens de ah, nous sommes frères, sœurs de lignée parce qu'on trouve ça cool et on a envie de s'identifier à ce qu'incarnent les autres. Donc attention aussi à ça, il y a une porosité quand même. Dès qu'on commence à partager sur les cheminements spirituels, on a envie comme ça de rentrer dans une sorte de collusion. Donc ça aussi, c'est plein de petits fossés dans lesquels on peut tomber. Et puis en même temps, bah, je trouve que ça nous fait travailler sur ce fameux ego en permanence, ni le mettre en sous-régime, ni le mettre en sur-régime. Essayer de trouver cette justesse. Oui, on est incroyable, divin, magnifique, avec plein de choses à faire ressortir de nous, mais on n'en reste pas moins humain et on n'est pas plus élu que quelqu'un d'autre qui serait
un cheminant, une cheminante en spiritualité, en train d'essayer de se relier tout comme nous. Oui, 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 tout à fait. Je pense que ça fait très justement partie des pièges dans lesquels on peut facilement tomber. Et autant, moi, je peux, à titre personnel, tu vois, reconnaître sur le chemin beaucoup de personnes qui font partie de la même lignée que moi sans pour autant avoir envie de frayer avec. Voilà, parce que il y a aussi, comment dirais-je, dans cette lignée qui peut être la nôtre, il y a différentes facettes, différentes, j'ai envie de dire, différents mandats d'incarnation aussi que chacun est venu incarner. Et c'est pas parce que on se reconnaît, quand on se sent les fesses et qu'on se dit, ah tiens, là, ça sent la rose aussi, J'adore. et qu'on se dit, oui, ben ok, je vois qu'on fait partie de la même lignée, mais pour autant, ne pas tomber. Enfin, moi, je sais que des fois, j'ai pas pour autant envie de devenir la meilleure copine d'une telle ou d'une telle. Parce que je sens que dans nos façons d'exprimer aussi nos facettes, on n'est pas forcément ajusté sur le même diapason. Oui, puis il y Et a aussi le c'est fait pas grave. de, justement, quand on peut être d'une lignée similaire ou quand on, voilà, dans les poupées russes, on est à un stade où on a peut-être une poupée russe en commun, il y a plus de chances de se marcher sur les pieds qu'autre chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Quand ça se ressemble trop, il y a plus facilement risque de se confondre et aussi d'avoir cette impression de pas laisser respirer la mission de l'autre ou voilà, De porosité, ouais. pas Mm. être assez libre, pas avoir assez d'espace pour cette individuation dont je parlais. Parce qu'il y a un miroir finalement qui est tellement proche que ça peut aussi être dérangeant. Alors parfois, ça peut être cool parce qu'on peut faire des choses ensemble, mais pas que. Voilà, il y a pas cette recherche. En fait, il faut pas que ce soit la motivation de se dire, je vais chercher cette lignée-là pour trouver mes frères et sœurs et qu'on soit Voilà, une c'est grande ça. famille. Non, C'est plus, c'est comme avec la famille de sang, hein. C'est pas parce que t'es mon frère ou ma sœur que je suis obligée de t'aimer ou de faire des repas de famille avec toi tous les dimanches. Et voilà, c'est pas une obligation. C'est ce que je voulais dire. voilà, c'est plus quelque chose qui va nous renseigner sur nous-mêmes et quelque part, enfin, cette information-là, on n'est pas obligé de la prendre. Voilà, c'est pas Ouais. du tout, ça doit pas être une motivation parce que là, ça peut faire en sorte qu'on va se perdre dans le miroir tendu. Et moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller plutôt de s'isoler pour pouvoir trouver cette coloration qui est la nôtre, tout en bas de l'arbre. Oui, et là, on en revient finalement à un des points qu'on avait évoqué dans la préparation de cet épisode, c'est-à-dire c'est comment en fait se relier à cette lignée une fois qu'on sent qu'on est appelé à faire ce travail-là et qu'on a envie de remonter ce fil rouge, cet arbre, d'en explorer les différentes branches et ramifications. Du coup, l'isolement, en tout cas, selon toi, ce que tu en as perçu serait du coup un des leviers à actionner pour mener ce travail. Oui, parce que le fait d'être influencé par le cheminement des autres, ça peut être quelque chose qui nous fait perdre notre fil. À quel moment on est sûr finalement que c'est quelque chose qui s'adresse à nous et c'est pas une sorte de tentation de l'extérieur, une sorte de miroir aux alouettes, quelque chose qui à un moment donné va nous donner envie mais va pas forcément refléter ce qu'on est vraiment. Il y a quand même euh, il y a beaucoup de jeux d'illusions finalement dans ces thématiques de la lignée. Et je pense que l'un des partages que j'ai fait en début d'épisode, quand j'ai dit que finalement moi, ce qui caractérisait énormément ma lignée était un des trucs qui me faisait le plus peur et que je rejetais le plus,
c'est quand même un indicateur comme quoi notre lignée, ça va pas forcément être composé que de choses qu'on va trouver attirantes, sexy, enviables. Et donc, si on se repose sur ce qui nous semble attirant chez les autres, on va pas forcément aller dans ce qui fait partie de notre essence. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Et pour faire la part des choses, si on est tout le temps confronté à ce que disent et ce que font les autres, on va forcément être poreux à ce biais d'influence. Donc, je pense que, alors, en même temps, ça dépend de chaque personne. Moi, je sais que je suis très peu influençable. D'ailleurs, on me l'a toujours dit. On m'a toujours dit que j'étais emmerdante parce que on n'arrivait pas à me faire changer d'avis et ouvrir mes chakras et compagnie. Moi, voilà, et puis, ça me convient pas parfaitement. C'est comme ça. Voilà, j'ai ce truc en moi où j'ai toujours eu cette individualité indécrottable. Et pour moi, tout le monde était comme ça en plus. J'avais l'impression que c'était tout à fait logique, que tout le monde était comme ça. Et en fait, je me rends compte que non, finalement, il y a plutôt une majorité de personnes qui s'identifient à l'extérieur d'eux, qui en ont besoin, ça les rassure, qui ont besoin d'avoir beaucoup de conseils, qui ont besoin d'avoir des exemples, qui vont cheminer sur une voie parce qu'ils auront eu un accompagnant, parce on leur aura mis le pied à l'étrier. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais compris ce bordel-là, mais soit. J'ai intégré que tout le monde n'était pas comme moi et donc que ma façon d'être finalement pouvait être quelque chose que je pourrais traduire pour aider les personnes qui ont du mal, à contrario, à s'isoler et à trouver leur vérité. Quelque part, moi, à travers ce que j'incarne, je peux transmettre euh, on va dire, cette essence un peu ermite qui aide énormément dans le fait de trouver sa lignée. Et quelque part, le fait que ce soit aussi prégnant chez moi, c'est peut-être parce que j'ai cette capacité justement à ne pas me laisser influencer, à suivre mon propre chemin, à ne jamais rentrer dans une quelconque tradition, ça ne m'a jamais fait envie, à écouter la voix de l'intuition, de l'instinct, à rentrer dans une spiritualité qui est à la fois très incarnée mais en même temps très créative et euh, qui n'a pas besoin ni de mentor, ni d'exemple, ni de quoi que ce soit. Voilà, je suis très à l'aise dans tout ça. Mais comme c'est pas le cas de tout le monde, c'est quelque chose, je pense qu'il faut pas mal marteler parce que il y a cette porosité très importante dans la majorité des personnes. Donc, euh, pour moi, c'est du sur-mesure. Voilà, faut mettre en avant le fait que c'est du sur-mesure et que pour faire du sur-mesure, eh bien, il faut pas mettre la culotte de la voisine, quoi. Enfin, ça me semble. Oui, et ce qui va avec l'idée de parcours d'individuation, et peut-être aussi que les moments où on va se perdre un peu dans le miroir de l'autre ou dans la suridentification, qu'elle soit à l'extérieur par la confrontation à un miroir incarné, que ce soit à travers des pairs PAIR S ou des enseignants et des accompagnants. Ça fait aussi partie du chemin, c'est-à-dire que des fois, on a besoin alors je parle pour des gens qui sont peut-être pas configurés comme toi, mais en tout cas, on a parfois besoin aussi de se perdre pour mieux se retrouver et pour revenir en fait sur sa propre voie, parce que c'est comme ça aussi que fonctionne notre monde, c'est-à-dire qu'on a plutôt, je trouve, tendance à d'abord euh, être amené à savoir ce qu'on ne veut pas et peut-être du coup ce que l'on n'est pas par l'expérience contraire à ce qu'on est et à ce qu'on veut vraiment, pour après pouvoir finalement mettre ses deux pieds dans les bonnes chaussures et pour se dire, OK, maintenant je sais dans quelle pompe je marche et j'ai plus du tout envie d'aller essayer les escarpins de la copine, quoi. Oui, mais ça fait d'ailleurs partie de l'initiation. Je connais personne qui a suivi une initiation sans faute. C'est par le jeu de l'erreur qu'on se rend compte Complètement. de notre vérité, de ce Mm. qui sonne juste, parce qu'on sait ce qui sonne faux. Et du coup, pour moi, il y a ce côté sur mesure. Et puis, il y a un autre truc qui rejoint
ce côté où on a besoin de se tromper, c'est de sortir des sentiers battus, des traditions et des voies que je qualifierais d'apolarité masculine parce que très carrées, très cadrées. Donc, par exemple, les religions du livre font complètement partie d'une grille de lecture que je qualifierais de masculine. Et même les traditions en règle générale, les traditions nommées avec des protocoles, euh, avec des livres saints, avec un clergé, etc., etc., une hiérarchie. Tout ça, Oui. pour moi, c'est la polarité très masculine et euh, quelque chose qu'on on peut le prouver. Saint Prout-Prout en lendemain bidule a écrit alinéa crotte de bique. Ce genre de truc, les gens deviennent tarés à propos de ce genre de choses et c'est ça qui donne de la légitimité à nos cheminements spirituels. Alors que la spiritualité, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable. Et on a absolument besoin de ces biais de confirmation très cadrés, très carrés, très scientifiquement scientifiques, pour prouver que c'est légitime, nom de Dieu. Oui, scientifiquement scientifique ou dogmatiquement dogmatique. En tout cas, Voilà. tout ce qui va un peu trop enfermer, en fait. Moi, je pense que le cadre est hyper important, hyper intéressant, en tout cas moi, dans mon vécu et dans ce que je peux transmettre. Quand je propose un travail sur la lignée, j'aime bien proposer un cadre. Mais pour moi, le cadre, il a quelque chose de sécurisant, de rassurant et il permet en fait à la liberté personnelle et individuelle de s'exercer en fait finalement parce qu'elle va aller se frotter aussi à des limites et parce elle va pouvoir se confronter à quelque chose pour mieux se définir. Mais à partir du moment où le cadre devient une prison et où devient normatif et où ça vient museler quelque chose qui sclérose l'exploration, là, effectivement, on est dans quelque chose qui est contre-productif. Et du coup, tu me disais que, à l'inverse de ce que toi tu qualifies être justement des espaces trop masculins, pour toi, une des clés justement de comment se relier à ce féminin, à cette lignée, c'était justement par le biais du féminin finalement. Oui, pour moi, la polarité féminine est plus liée à ce flou finalement, le fait d'aller explorer sans cadre et d'aller à la force de l'intuition comprendre cette ligne et la sentir et beaucoup moins l'intellectualiser ou essayer de la prouver. Alors, Iriadel serait-elle en train de nous faire pas l'apologie, mais en tout cas de nous réconcilier avec le féminin sacré qui est si Oui, décalé. mais en fait, je pense qu'il y a, on parle facilement des dérives ou euh, dès qu'il y a quelque chose qui a un peu de succès et qui est parti en cacahuète, hein, comme à peu près tout, enfin, on va Oui. enfin, voilà, tout, enfin, spiritualité qui n'a pas de casserole au cul, viens me chercher. Je suis très curieuse de te connaître. Voilà, tout le monde a des casseroles au cul. Surtout et particulièrement ceux qui ont pignon sur rue. Voilà, bon, l'histoire nous l'a retracé, hein. Mais je pense qu'on a une détestation du New Age, ce qu'on appelle le New Age, qui finalement Eh n'a pas vraiment oui. qui n'a pas vraiment de délimitation. J'ai l'impression que maintenant, ce qui est New Age, c'est ce qui est hors tradition et qui fait la part belle à l'intuition de façon tellement forte qu'il n'y a pas ces notions de légitimité ou de sérieux ou de cadre, etc. Donc tout ce qui est moins sérieux que soi, parce que j'ai l'impression aussi que le référent, c'est soi-même. Ouais, c'est exactement ce que je disais dans mon deuxième volet sur Marie-Madeleine, sur le New Age. Je trouve qu'il y a une dérive de la contre-dérive. Oui, c'est tout ce qui fait plus cucu que soi est New Age. Mais Ouais. au final, quelqu'un d'autre me trouverait New Age, quoi. C'est ça qui est formidable. Donc moi, voilà, voilà, j'ai toujours ces notions New Age, féminin sacré, qui reviennent depuis que je chemine. Et sans le revendiquer en mode oui, je suis féminin sacré à mort et oui, je suis New Age à mort. Je regarde ça avec amusement
avec un pas de côté. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi ça nous débecte autant? Pourquoi on est là à se défendre avec autant de fougue par rapport à ces étiquettes? On n'a pas envie de coller à ces étiquettes-là. C'est parce qu'elles sont extrêmement ridiculisées. Je pense que ça fait partie aussi de cette détestation du féminin, parce qu'on est dans une société qui est patriarcale. On sort de milliers d'années où la spiritualité était à coloration patriarcale, et donc on a envie de ramener du féminin, mais pas trop. On a envie de ramener du féminin, mais en montrant que Que c'est on, sérieux, que quand voilà, même, que voilà, hein? on a chaussé nos lunettes, qu'on a tout vérifié scientifiquement. Donc, je pense qu'il y a un équilibre, en fait. C'est toujours ce truc du yin et du C'est yang, du ça, masculin et ouais, du féminin. de la C'est un mesure, mariage sacré. ouais, Mais on est parti tellement loin dans le masculin qu'il faut absolument ramener du féminin parce qu'on est en train de se couper de l'invisible, en fait. D'ailleurs, dans les religions du livre, se relier directement à l'invisible, c'est interdit. Il y a cette mainmise d'un clergé sur le rapport au divin. Donc, si on a envie de travailler sur la thématique de la lignée en direct, il va falloir forcément adopter une démarche beaucoup plus féminine et beaucoup plus dans la recherche de relations, dans le développement de tous nos sens, et particulièrement de ce sixième sens qui va nous permettre d'appréhender cet autre côté, l'impalpable, l'intangible, d'aller vers les choses qui ne sont pas vérifiables immédiatement. Et il faut se l'autoriser, il faut pas avoir peur du ridicule, il faut tuer ce saboteur intérieur qui est là avec ses 30 000 alinéas dans ses 50 000 lectures. Et que vont penser mes pairs? Voilà, il faut trucider tout ça et il faut rentrer dans cette démarche féminine d'exploration qui n'a pas peur du ridicule et qui donne de la légitimité à cet autre côté de la spiritualité qu'on est encore en train d'explorer parce que c'est en train de réexploser en fait depuis quelques années. Et donc oui, forcément, il y a des trucs qui vont trop loin et on va pas facilement s'identifier à tout le monde qui se revendique du féminin sacré. Euh, mais je pense que c'est un leurre en fait. On va forcément tendre le micro plus facilement aux personnes qui décrédibilisent les luttes et les courants. Donc, ça fait partie de ce que je disais, de rentrer en ermite et de ne pas se laisser trop influencer. Si on se laisse trop influencer, on va se couper de ce qui est cool dans les choses qui sont pour nous, en fait. Donc, ouais. on va facilement se laisser aliéner par toutes les bêtises qui sont racontées sur enfin, le féminin sacré. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Féminin et sacré. Enfin, il y a un moment où il faut aussi remettre Église au milieu du village. ouais, enfin, pour dire un truc qui est un peu bizarre dans le contexte, je pense que voilà, faut se dépolluer de toutes les bêtises qu'on voit sur les sujets du spirituel et toutes les conneries que font tout un tas de groupuscules, en fait, aussi, auxquels on ne fait pas partie. Et, en fait, c'est pas parce que eux se collent une étiquette sur le dos euh, qu'ils s'approprient et qu'ils avilissent tout un pendant de la spiritualité. Enfin, je trouverais ça quand même assez dommage. Donc non, ces gens-là n'ont pas ce pouvoir et donc il faut se réapproprier son propre pouvoir et aller dans cette logique d'exploration et de développement de ses dons. Oui, en faisant au plus possible abstraction des opinions, des courants de pensée, des qu'en des projections, les nôtres et celles des autres sur tel ou tel concept, sous prétexte et sous couvert d'initiation légitime. Et je trouve que cette histoire de légitimité, elle est... enfin, moi, j'ai vu que j'ai pu être rattrapée aussi ces derniers mois par ce truc-là. Donc, je me suis posé aussi beaucoup de questions justement par rapport à, à mon travail sur la lignée. Et pourtant, le sentiment profond est tellement puissant d'avoir identifié, trouvé la lignée qui est la mienne, mais ben, parfois d'être un petit peu bousculée par ce que je peux voir passer et qui, voilà, parfois décrédibilise
ces espaces-là parce que pas assez rattachés à des traditions identifiées, identifiables, sérieuses, etc. Et donc, on te brandit l'épouvantail du New Age comme le truc ultime à éviter. Et alors, oui, il y a du vrai là-dedans, bien évidemment, et je pense que c'est hyper important d'être vigilant, mais il y a aussi des excès dans la dénonciation à outrance pour se donner à soi une aura de sérieux voilà, et de bienséance, quoi. En fait, c'est rigolo parce que moi, ça me fait penser à une anecdote qui n'a rien à voir dans le monde totalement tangible du quotidien. Quand mon fils, il revient de l'école et qu'il me dit que lui, il aurait envie d'amener une gourde avec des licornes pour juste boire son eau et que tout le monde lui dit oui, mais ça, c'est pour les filles, tu vois, cette détestation du féminin. Oui, Euh, Mon fils a 7 ans. Et il revient à la maison, il me dit, bon, bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, je lui dis, bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que pour ne pas subir l'imbécilité des autres, emmène une gourde avec autre chose, quelque chose qui passera sous le radar. Mais sache au fond de toi que tu as le droit de faire ce que tu veux et de penser ce que tu veux. Et cet exemple-là, pour moi, il fait foi parce que finalement, dans tous les domaines, quand on voit que dans notre rapport au groupe, on va soi-même se limiter ou être limité par les autres, bah, finalement, autant garder notre vérité pour nous tant qu'on n'est pas prêt à aller sortir, on va dire, oui. Tant qu'on n'est une, pas prêt à l'assumer complètement, en fait, c'est voilà, ça que tant tu qu'on veux n'est dire? pas en mode guerrier. Voilà, Oui, j'ai pas conseillé à mon gamin, rentre-leur dans l'art, fous-leur la gourde licorne dans la tronche. Non, voilà. Tant bien qu'on n'est sûr. pas prêt à assumer son choix de façon guerrière et hyper incontestable, autant finalement vivre son choix dans une certaine forme de secret ou D'intimité, en tout cas. Mm. exactement un peu dans cette grotte de l'ermite. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les personnes qui ont tendance à persécuter les autres sur leurs choix sont eux-mêmes tellement fragiles en ce qui concerne les leurs qu'ils ont besoin d'aller se rassurer sur leur vision du monde en allant recruter et puis en ayant l'adhésion et en faisant tout ce jeu finalement de l'influence. Quand on est tous hyper voilà, forts et ancrés dans nos choix, je pense que tout ça importe assez peu au final. Voilà, le truc que je dis le plus souvent, je crois, c'est rien à foutre. Voilà, c'est donc si on rentrait un petit peu tous dans ce truc de je vis ma vérité et puis finalement ce qu'on va en penser tant que je suis pas en danger, en fait, bah rien à foutre. Oui. Je pense que là on tient à quelque chose de qui donne une liberté en fait, c'est ça donner plus de liberté que de restrictions, tout en ayant quand même ce garde-fou de, voilà, attention, il faut rester les pieds sur terre et il faut aussi avoir un retour sur soi. Et c'est là que vient la question des mentors. Et je pense que c'est un truc important qu'il faut qu'on aborde dans comment se relier à sa lignée. Alors c'est bien beau, c'est du sur-mesure, il faut revenir à soi, il faut aller dans ce féminin sacré qui est beaucoup plus dans le flou et dans l'exploration de ce qui est invisible et donc dans l'impalpable et dans le non vérifiable. Alors déjà, on n'est pas tous câblés pour être totalement seuls pour aller dans cette exploration-là. Et puis, il y a aussi un côté challengeant. Moi, je sais que j'ai jamais eu de mentor au niveau humain, mais les interactions avec d'autres personnes qui cheminent ont pu me mettre des jalons et ont pu me challenger et me donner des clés initiatiques très fortes. Toi, tu en fais partie. Et donc, je crache pas totalement sur la La fonction de la l'accompagnement fonction et de ouais, l'accompagnement d'une personne qui va cheminer avec nous en parallèle ou dans un rôle de garde-fou. Et là, dans ce cas-là, on aura un mentor
humain qui va jouer ce rôle et qui va nous inspirer, qui va aussi partager son expérience et nous montrer que bah, c'est possible en fait de cheminer. Et on a un exemple sous le nez, c'est quand même hyper précieux. En revanche, là où c'est toujours un spectre, hein, il faut pouvoir placer le curseur, c'est que si on place le mentor dans un rôle proche du divin, là, on se coupe de sa lignée à soi et on est en train de dévier dans la lignée de l'autre. Et on est en train de descendre dans ses branches à lui. Et donc, je pense que le rôle des mentors, c'est quelque chose d'hyper casse-gueule, parce qu'il faut réussir à guider, à inspirer, mais sans finalement avoir cette cannibalisation du cheminement de l'autre et donc de s'aligner. Donc, il faut réussir à le faire descendre dans ses branches à lui. Et ça, c'est quelque chose de pas forcément évident. Et donc, ça aide quand on a une lignée semblable. Ça permet de se comprendre, d'avoir un langage en commun. Par contre, il faut, pour la personne qui est accompagnée, il faut qu'elle ait en tête que tout en bas, elle sera quand même euh, elle-même et chez elle. Et il ne faut pas chercher forcément à faire poussivement communauté avec les personnes qui cheminent avec nous, avec nos mentors, nos enseignants. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut aussi être compliqué quand on met notre mentor sur un piédestal, quand on a tendance à le diviniser ou à faire tout un tas de projections. Et puis aussi, il peut y avoir l'effet inverse, c'est d'avoir tout un tas d'attentes, donc fatalement déçu, parce que des attentes plus grandes que nature vis-à-vis de ce mentor, et donc d'avoir besoin derrière d'aller le piétiner et le rabaisser. Et donc là, on dévie encore, en fait. On est en train de plus critiquer et regarder à l'extérieur de soi la lignée de l'autre et juger de la pureté de son cheminement à elle, de son parcours, de sa légitimité. Et on n'est pas dans sa descente à soi, dans sa branche, dans le questionnement sur mais qu'est-ce que ça veut dire en fait pour moi et sur moi. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projections vis-à-vis des personnes qui sont plus avancées que soi. Moi, je me place pas officiellement en mentor. Je guide pas des groupes de prêtrices comme toi où euh, enfin, quand je fais des accompagnements, on va dire c'est plus informel. Mais de tout temps, et ça fait partie d'une de mes ombres, et ça, c'est super intéressant pour juger de ma lignée, j'ai toujours eu des gens qui ont eu besoin de me foutre sur un piédestal et derrière de me défoncer. Alors que moi, je suis une ours sauvage, je ne veux pas qu'on se compare à moi, j'arrête pas de dire faites votre truc, faites pas comme moi, et après, mais en fait, on pisse dans un violon dans ces moments-là. J'ai l'impression que de toute façon, on n'empêchera pas les gens d'avoir ces mécanismes-là. Parce qu'à partir du moment où notre cheminement, il leur parle et il évoque quelque chose chez eux de puissant, ces biais-là, ils vont de toute façon nous rattraper. Ouais, oui, enfin, moi ça me touche particulièrement tout ce que tu évoques là parce que, comme tu l'as souligné, c'est moi ça fait partie de mon quotidien et que depuis que j'ai démarré cette aventure-là d'accompagner en prêtrise et de mentorer pour utiliser voilà le terme, même si on pourra revenir dessus. Je sais que tu as deux, Mm, trois mm. petites choses à nous dire sur le terme mentor qui sont hyper intéressantes. Euh, Moi, j'aime cette idée du rétroviseur, en fait, chez le mentor. J'aime cette idée que quand on chemine, on n'est pas toujours à même de voir les angles morts et que la fonction du ou de la mentor, c'est principalement celle-là, avec celle de proposer un cadre initiatique à l'intérieur duquel chacun va être amené à exercer et à construire.
son cheminement, sa liberté et son autonomie spirituelle. Et qu'à aucun moment, le mentor ou l'accompagnant est là pour dire, voilà, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, ta prêtrise c'est ci, ta prêtrise c'est ça. Et quand tu parles des projections, je sais à quel point cette posture, elle est difficile à tenir parce que déjà soi-même, on a envie que les gens, ils en aient pour leur argent, parce qu'on a envie de les aider, donc on a envie de leur donner un maximum de trucs et que des fois, on peut, nous, voir certains trucs, ça nous démange, on aurait envie de leur dire, mais attends, là, tu regardes pas au bon endroit et peut-être que c'est ça et ça, mais on sait aussi que c'est pas le moment de le dire ou que la personne a encore un pas supplémentaire à faire avant voilà, de peut-être lui dire, eh oh, regarde peut-être à gauche parce que là, tu es trop un petit peu à droite et que voilà. Et que du coup, ça peut générer énormément de frustration chez la personne accompagnée, que il faut accepter de parfois endosser le rôle du méchant, de la méchante, du daron, de la daronne, et d'être critiqué, ou au contraire, d'avoir quelqu'un en face qui nous jette des fleurs toutes les 5 minutes et qui nous porte au pinacle. Mais en fait, l'idée, c'est de ne réagir ni à l'un ni à l'autre et de rester dans cette neutralité bienveillante qui est vraiment pas facile à tenir, mais qui est absolument nécessaire. C'est un véritable exercice de style. Moi, je crois que c'est la chose la plus difficile à laquelle j'ai pu être confrontée dans mes accompagnements ces dernières années et que je suis sans cesse en train de me questionner, de m'ajuster, de comprendre des choses et d'apprendre au même titre que les personnes que j'accompagne sur mon rôle, ma fonction et j'apprends des autres aussi énormément. Mais c'est vrai que tout ça, je crois, fait partie du game, c'est-à-dire de projeter, de savoir qu'on va être. euh, c'est une façon On s'expose énormément quand on fait ce travail-là, en tout cas au sein du cheminement qu'on propose. Après, c'est vrai que on s'expose peut-être beaucoup moins publiquement et c'est vrai que moi, c'est des choses sur lesquelles je communique pas beaucoup, mais c'est volontaire et même si dans les années, enfin, les mois à venir, j'aimerais communiquer un peu plus, en tout cas pas sur ce qui se vit à l'intérieur du temple, bien évidemment, mais en tout cas faire un peu plus de pédagogie sur ce qu'on est en train de dire là. C'est quoi un cheminement initiatique? C'est quoi une prêtrise, etc. Est-ce que ça implique? Mais tout ça pour dire que les pièges, en tout cas sur le chemin, lorsqu'on est accompagné et accompagnant, sont de toute façon utiles et enseignants et qu'ils font partie intégrante de la construction de s'aligner. Mais je te rejoins là-dessus, c'est que c'est hyper, hyper important de bien choisir, en tout cas, la personne à laquelle on va faire appel. Déjà, ben, c'est mieux de prendre quelqu'un qui correspond en fait à l'intuition qu'on peut avoir de c'est quoi ma lignée. Hein, si tu es d'une lignée, je sais pas, euh, de la voie rouge amérindienne et que tu viens me trouver moi, je ne sais pas ce que je vais t'apprendre en fait. Enfin, tu vois, je Oui, je pense que pense je que serais c'est vraiment pas la bonne personne, quoi. à double sens aussi. Tu vois, par exemple, alors je conduis pas des groupes comme toi. Par contre, j'ai une personne qui est devenue une amie avec la force des années et que je mentor en sorcellerie. Enfin, mais au final, j'ai pas l'impression de j'ai pas vraiment l'impression d'avoir ce rôle-là avec elle parce qu'elle a déjà une individualité tellement solide et en fait, je lui ai proposé ça parce que elle, de son côté, elle avait aussi des choses qu'elle m'apportait et du coup, on est dans un échange très horizontal et elle a une individualité très vive.
Donc, pour moi, c'était le seul moyen pour que ça puisse fonctionner. Et c'était pas quelqu'un qui était en mode, comment puis-je être toi? Alors ça c'est le red flag total qui me fait fuir. Et il y a beaucoup de gens dans ce truc-là. Comment puis-je être toi? Donne-moi le mode d'emploi. Et donc, il y a ce truc très aliénant, à la fois pour l'accompagnant et l'accompagné. Bah oui, puis on est complètement à côté du truc, quoi. Enfin, c'est Voilà. pas du tout l'enjeu. Mm. Du coup, je pense il y a ce truc de comment on se relie notre lignée, c'est en destituant nos mentors et en rendant à chacun sa légitimité. Euh, Moi, mentor, je le vois toujours sous un angle mythologique. Mentor, ça vient du personnage de la mythologie grecque, qui est un précepteur qui a apporté beaucoup de choses et en partie élevé le fils d'Homère, donc euh, d'Ulysse, pardon, dans l'Odyssée d'Homère. Et en fait, donc Télémaque a ce précepteur qui est Mentor. Et donc, Mentor, c'est un personnage qui est âgé, qui a donc ce côté qui va transmettre. Et auprès d'Ulysse, il va fournir tout un tas de conseils. Et en fait, quand Athéna veut passer des messages, que ce soit à Ulysse ou à Télémaque, elle va se déguiser en mentor. Et donc, en fait, ce terme, il est devenu quelque chose de un pivot dans notre langage courant. Quand on dit mentor, on voit tout de suite à quoi ça fait référence en termes de positionnement. Mais c'est surtout grâce à l'intervention d'Athéna. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Athéna pour shapeshifter en mentor, on n'en aurait jamais parlé en fait. Donc mentor, c'est devenu ce personnage qui a de l'expérience, de la sagesse, parce que Athéna, déesse de la sagesse, qui donne les bons conseils à un instant T. C'est parce que ce personnage était investi de divinité, de l'esprit, ce fameux esprit dont je parle au niveau de la lignée spirituelle, pour prodiguer les conseils. Donc en fait, pour moi, un mentor est nécessairement divin. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas avoir ce rôle-là, être la main finalement qui guide en tant qu'humain pour mettre les autres sur la voie. En revanche, c'est le truc que tu me répètes souvent, il ne faut pas confondre le message et le messager. Finalement, si on investit trop de notre divinité à nous dans notre mentor, là, on se perd et là, on se désaligne. Et c'est là que moi, je mets une importance fondamentale dans le fait de destituer ces mentors et de les remettre à leur juste place, leur rendre leur légitimité et ne pas avoir des attentes désalignées en fait par rapport à ce qu'ils ont à nous apporter et de voir à quel point finalement notre mentor essentiel, le véritable mentor qui nous guide, c'est l'esprit dans notre lignée, c'est cet esprit tout en haut qui va peut-être utiliser des moyens humains pour nous atteindre, mais au final les autres ne sont sans doute que des messagers de cette intelligence-là qui nous est propre, même si elle ne touche pas que nous, même si c'est pas que à nous, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'individu tout en bas de cette transmission. Ouais, tout à Donc, fait. c'est pour moi, dès que je réfléchis à ce personnage de mentor, je vois immédiatement Athéna qui se déguise en mentor et qui guide le héros. Et le héros, c'est le héros de l'histoire. Voilà, elle guide qui? Les héros. Donc c'est le personnage principal de son histoire. Tout à Elle fait. ne lui prend pas toute la lumière. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je reste convaincue que c'est un moment dans une initiation, l'intervention du mentor. Il faut que ce soit ponctuel et il arrive ce moment un peu comme dans une thérapie. Tu vas avoir le transfert, le contre-transfert et à un moment donné, ta thérapie, elle est terminée. Et il faut apprendre à lâcher la main du thérapeute. Avec le mentor, je pense que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut couper le cordon. Moi, je l'ai vécu.
aussi au sein de mon propre cheminement avec ma propre mentor. Et il y a même encore des phases, même au-delà de la fin de l'initiation, où voilà, il y a encore des couches et des sous-couches, des fois de coupage de cordon. Euh, et je pense qu'il faut savoir des deux côtés activer ce sevrage et cette voilà, je te rends les clés de ta propre de ta bagnole en fait. C'est toi qui conduis ton véhicule et chacun sa Rolls. Oui, et du coup, là, on rentre dans le pourquoi, finalement, on fait ce travail-là sur la lignée. Bah, c'est pour devenir soi-même, en fait. C'est ça. La réponse, elle tient juste là-dedans, devenir soi-même. Et du coup, bah, là, on se déconditionne de tout. Donc, bah, on se déconditionne bah, on parlait des différentes lignées. Il y a la lignée de sang. Elle peut être contre-productive pour soi, donc on peut se déconditionner au niveau familial, on peut se déconditionner au niveau sociétal, voilà, on se déconditionne de toutes les cages finalement qui nous enferment pour rentrer dans ce soi aligné, se mettre sur son propre chemin et faire en sorte que l'être et le faire coïncident. Et c'est ce que les gens recherchent. Moi, je vois, j'ai un tirage en cartomancie sur la réalisation qui a beaucoup de succès. Il y a énormément de personnes qui recherchent ça. Quelle est ma réalisation? Quel est le sens finalement de mon incarnation? Qu'est-ce que je suis censée venir faire ici? Et l'un des biais, alors c'est intéressant parce que l'un des biais qu'il y a beaucoup, c'est les personnes viennent beaucoup me demander, bah, du coup, quel métier je suis venue faire? Et moi, je rappelle toujours, mais c'est peut-être pas forcément un métier. En fait, avant tout, c'est devenez vous-même. Qui vous êtes censé être? Et partant de là, qu'est-ce que vous êtes censé faire avec ça? Et donc, voilà, c'est tout le sens du pourquoi c'est cette individuation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrête pas de dire, tu sais, il faut se séparer du groupe, se faire une idée par soi-même. Mais quelque part, pourquoi faire tout ça? C'est pas pour se séparer du groupe, c'est un moyen. C'est au contraire pour pouvoir y revenir plus puissamment, parce qu'on sera tellement solide dans nos individus, dans nos colorations Personnel. spirituelles, Ouais. oui, et donc incarnées, qu'on pourra se remettre en fait dans une dynamique de communauté. Et de communauté et de contribution, finalement, c'est le cinquième point auquel on voulait arriver, hein, c'est cette finalité initiatique, ce réalignement via ce double mouvement alchimique dans les deux sens, hein, du haut vers le bas, du bas vers le haut dont tu parlais, c'est-à-dire que finalement, une fois qu'on a fait ce travail d'individuation, on est plus solide, comme tu le dis, et on est parfaitement capable de revenir naturellement, sans forcer, sans se triturer l'esprit, prendre sa place, s'insérer, la fameuse insertion, mais où ça se fait tout seul et où ben, on n'a plus qu'à reverser le contenu de cette coupe qui s'est remplie et d'en faire bénéficier le collectif, mais de manière tout à fait organique et naturelle finalement. C'est ça, j'ai l'impression, à nous entendre, que le travail sur la lignée, c'est un peu le pôle emploi de la spiritualité. C'est ça. Parce qu'au final, j'ai l'impression que alors, c'est par phase. Au début, on va avoir un mouvement d'isolement, de retour au centre de soi-même, pour aller chercher à s'élever vers l'impalpable, aller chercher cet appel, ce fameux appel que tout le monde recherche. Alors, chez certaines personnes, ils vont pas forcément le chercher, ça va leur tomber dessus. Moi, je sais que ça a été mon cas. Ouais, j'ai rien demandé à personne et je me suis mise à voir une dame au pied de mon plumard et je me suis dit que il fallait que je comprenne ce qui m'arrivait, sinon j'allais devenir barjo. Et puis il y a d'autres personnes chez qui ça va être quelque chose de plus lent, de plus subtil, et ils vont devoir aller chercher ce fil-là. Il n'y a pas de meilleure option, ce sera à la carte. C'est par rapport à ce qui est fait pour vous. En revanche, il y a toujours ce truc en commun, c'est qu'il y a une recherche de plus que ce que l'on voit et ce que l'on expérimente. Je pense qu'à partir du moment où on dit OK, j'y vais, il y a cette recherche de plus, de au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend. Donc il y a cette recherche vers le haut. On va essayer de chercher cette fameuse ascension dont on parle beaucoup.
Et à un moment donné, quand on aura touché à ce qu'on est venu chercher, ce qui nous aura appelé finalement, ce qui sera fait pour nous, on va travailler à le faire redescendre, le faire redescendre en soi pour pas se percher, parce que je pense qu'on a tous eu ce moment où on s'est trop perché dans le divin parce qu'on avait cette exaltation. Ouais, puis Je la pense que fuite c'est aussi, il faut dire que des fois, ça fait Oui, pas trop envie, hein, oui, parce que c'est tellement naze ici, il faut le Voilà, dire. Si on a envie de chercher plus que ce qu'il y a ici, c'est parce qu'on se sent quand même à pas. l'étroit. Ouais. Oui, voilà, on se sent pas très à l'aise dans nos baskets. Donc, voilà, il y a des moments d'excès et on n'est pas toujours justement dans ce mouvement dans la colonne, là, vers le haut, vers le bas. On n'est pas toujours aligné en le faisant. Mm. Des fois, on va cogner sur les bords et puis on va en sortir, on va avoir des crises de foi. Donc ça Oui. aussi, ça a pu pas mal venir Nous nous arri- croquer la face. Oui. Mm, mm. Et entre le grand soi et le petit soi, il y a tous ces moments où on se perd. On se perd, mais on finit toujours par se retrouver. C'est ça. C'est que à partir du moment où le processus est engagé, je pense qu'à partir du moment où le choix est fait, où Ouais. le choix est puissant, je parlais du fait que on n'est pas toujours euh, très sûr de nos choix, mais à partir du moment où on fait une démarche puissante dans ce sens-là, à un instant T, même si on lâche un petit peu le fil va revenir, on l'attrape. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un chemin de responsabilité finalement. On nous dit, voilà, est-ce que tu prends la responsabilité d'aller au bout de la démarche et de devenir qui t'es censé être? Ou est-ce que tu préfères qu'on te fourre dans le bec le mode d'emploi, prêt à l'emploi pour tout le monde? Au moins, tu n'auras pas à t'emmerder, tu seras peut-être pas super heureux, mais au moins, voilà, tu te casses pas le coquillard, quoi. Je pense que c'est un chemin qui est peut-être compliqué, mais qui apporte cette satisfaction de reprendre pleinement la responsabilité sur son incarnation. Enfin, ça peut sembler bizarre parce que c'est une démarche spirituelle, donc qui va aller toucher à des trucs super métaphysiques, mais en même temps, ça nous ramène tellement à nous, à notre quotidien, à comment on a envie de vivre notre vie. Ça peut venir toucher à des trucs super pratico-pratiques, parce que c'est ça la finalité. C'est pas de se dire ah oui, je suis de telle lignée super badass. En fait, c'est de redescendre dans qu'est-ce que j'en fais maintenant dans mon petit humain. Et Exactement. du coup, Mm. c'est une autre notion. Il y a cette responsabilité, mais ça raccroche à quoi? La finalité de tout ça, c'est un truc aussi qui est vachement diabolisé, notamment en spiritualité, c'est le pouvoir. Pourquoi on fait tout ça? Bah, pour avoir notre pouvoir. Alors, du pouvoir, mais notre pouvoir sur notre cheminement humain. Alors, il y a beaucoup de diabolisation autour du pouvoir. Oh là là, le pouvoir, c'est pipi, c'est caca. Mais au final, le pouvoir, ça n'est que la possibilité de faire des choses. Et on a tendance à voir les personnes qui ont le pouvoir comme des tyrans et des personnes qui ont du pouvoir sur autrui. Alors que si on remonte jusqu'à notre lignée et qu'on fait descendre notre pouvoir à nous dans notre petit humain, ça veut dire qu'on va pleinement prendre la responsabilité de ce pouvoir qui nous appartient pour pouvoir l'utiliser euh, euh, de la façon la plus juste possible. Et cette façon juste, elle n'est pas sur les autres, elle est au milieu des autres et elle s'ajoute au pouvoir des autres. Donc en fait, ça, c'est si on avait une société parfaite où tout le monde remonte le fil de sa lignée de façon auspicieuse, bah là, on n'aurait que des personnes qui vont saisir leur pouvoir de façon juste et qui rentrent dans un système vertueux où chaque pouvoir s'ajoute. Parce qu'en fait, votre pouvoir, comme c'est le vôtre, à vous et pas à quelqu'un d'autre, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas un autre Gus qui pourra vous le prendre. Ou pas vraiment. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de grimper dans votre lignée et de vous singer, il va utiliser un pouvoir qui sera euh, Factice, ouais. factice et donc qui va, a fortiori, euh, finir par retomber de façon, voilà, comme un vieux flanc mou à un moment donné.
nous, finalement, notre but, c'est de devenir puissant. Et on a alors, beaucoup dans la spiritualité, il y a une fuite de ça. Non, je veux pas le pouvoir, c'est pas bien, c'est comme l'argent, c'est voilà. Je veux être quelqu'un de humble, quelqu'un de gentil, de bien, de lumineux, et du coup, on associe ce terme de pouvoir à quelque chose de mauvais. Alors qu'on ne voit pas à quel point c'est une posture d'enfant, en fait. C'est même quelque chose d'hyper irresponsable de surtout pas vouloir activer son pouvoir et de rester finalement très en marge de l'incarnation, parce que s'incarner, c'est aussi à un moment donné avoir des responsabilités et avoir des pouvoirs à exercer. Donc, il y a une réconciliation à faire avec toutes ces notions-là qui font chier, hein, il faut quand même le dire. Voilà, quand on se dit je vais explorer la spiritualité, c'est pas dans cette optique-là généralement. On a plus envie de fuir, on a envie de se donner du merveilleux, on a envie de se redonner de l'espoir. Bon, dans un second temps, c'est quand même redescendre un peu de notre nuage et revenir dans ces notions-là. Et puis aussi voir à quel point il faut on a une sorte de devoir en fait dans tout ça. C'est pas que de l'exploration pour se faire plaisir. Il y a aussi une notion de si je me réalise pas avec ma feuille de route, avec ce dont je suis investie, parce que quand on se reconnecte à notre lignée vraiment très fort, et pour en parler d'expérience, il y a un moment où on finit par te taper derrière la tête en te disant hé, meuf, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul et que tu te mettes au travail. Et en fait, ça, on ne le voit pas forcément venir de prime abord parce que on se dit, voilà, je vais faire cette exploration-là, ça va m'apporter plein de choses, ça va me faire voyager, ça va me faire découvrir un autre plan d'existence. Et on ne voit pas à quel point on a été justement envoyé avec des trucs dans le coffre et qu'il va falloir l'ouvrir le coffre et sortir les instruments et puis les utiliser. Donc ça, c'est vraiment c'est plus avancé sur le cheminement, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on voit venir au début. Ouais, ouais, complètement. Mais du coup, c'est ça. Enfin, la finalité initiatique, c'est se mettre au boulot. Mais c'est pas que du boulot dans le sens austère. C'est qui on est vraiment. Donc là, c'est la possibilité d'agir de façon alignée avec qui on est vraiment. Et donc, si on fait ce boulot-là, on aura je sais, ce truc galvaudé de vous n'aurez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. C'est que quand vous êtes aligné, quand vous faites ce que vous êtes censé faire, que vous transpirez par tous les pores, cette essence que vous êtes allé rechercher dans votre lignée, il y a plus ces sentiments d'inadéquation, ou en tout cas beaucoup moins puissants qu'avant, même s'il peut y avoir des rechutes et des moments de désalignement. Et moi, je sais que depuis que je me suis raccordée et que j'ai dit OK, alors il y a des patates cosmiques, hein, il y a des grosses tartes dans la tronche pour pouvoir justement se réaligner, pour pouvoir se délester beaucoup de toutes les bêtises qu'on a pris sur notre dos. Mais il y a tellement de moments d'épiphanie où on se sent exactement à sa place. Et Ah pour oui. moi, ça, c'est vraiment un travail de lignée, se sentir à sa place à tout niveau, dans l'incarné et dans le spirituel, c'est un travail de lignée. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi que là-dessus. Euh, c'est de toute façon quelque chose d'exigeant, tout ce parcours. Ça, c'est une certitude et ça ne prémunit pas des difficultés. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile après, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fluidifie quand même et qui nous fait nous sentir plus ajustés déjà à soi, au monde, et qui rend la vie, je trouve, quand même beaucoup plus savoureuse, même si elle continue à nous heurter parfois avec ses défis. Mais en tout cas, j'aime bien ce terme de satisfaction là que tu utilisais et où tu dis, ouais, c'est vrai que c'est quand même, ça amène quand même quelque chose qui je trouve, d'assez réjouissant.
Voilà, même si ça reste Bah, parfois challengeant. c'est comme si on nous démontait la colonne vertébrale et on nous la remettait droite. Dans un premier temps, ça va être douloureux, mais après, C'est de l'ostéopathie, en fait. voilà, Voilà. on est vraiment bah, soulagé. Je pense qu'à un moment, il y a peut-être ce soulagement hyper puissant, et puis tout se réaligne autour de soi. Il n'y a pas qu'en soi, il y a aussi, par exemple, les relations, le boulot, voilà, les loisirs, le lieu de vie, tout se réaligne en fait. C'est ça, exactement. Bon, écoute, Iria, je crois que ça fait un long moment qu'on bavasse. Je pense il va être temps de clôturer cet épisode, même si, il y aurait sûrement encore beaucoup de choses à dire et qu'on pourrait parler encore très très longtemps. En tout cas, moi, je voulais te remercier pour ce partage et cet échange qui s'est évidemment révélé être d'une richesse incommensurable, mais ça, je le savais. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour terminer, une petite dernière réflexion à nous partager. Bah déjà, merci énormément de m'avoir relancé là-dessus parce que moi, à chaque fois que tu me tends une perche, ça fait bouillonner mon chaudron et du coup, bah, ça œuvre aussi pour ma paroisse, pour utiliser encore un terme qui est pas du tout aligné avec avec le schmilblick. Avec qui tu es, mais bon. Voilà. Le truc que je voudrais mettre en avant, c'est à quel point le travail de la lignée, c'est un truc qui, pour moi, nous concerne tous. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas conscience que vous y êtes, et même si vous n'avez pas enclenché de démarche, je pense que même les personnes les moins spirituelles sur Terre sont concernées par ce schmilblick, en fait. Et du coup, je pense que tout simplement tourner son œil vers cette possibilité-là, même si c'est pas quelque chose qui nous parle a priori, ça peut être quelque chose qui enclenche des choses. Parce que je pense qu'à partir du moment où on ouvre un petit peu, on entrouvre la fenêtre, il peut y avoir tout un tas de choses qui nous arrivent. Et j'ai l'impression que ce travail de la lignée, c'est finalement un petit peu à la fois la question et la réponse à tout ce qui nous anime en tant qu'être humain. Et si on le rend un petit peu plus tangible, finalement, je pense que justement, on parlait de plaisir et de soulagement, ça nous apporterait plus rapidement, en fait, tous ces sentiments de se sentir à sa place et de se sentir bah, bien en tant qu'être humain. Et du coup, je vais pas dire, enfin, je vais pas vendre mes pilules miracles, hein. Je vais pas dire ça, c'est votre réponse à tout. Mais c'est quand même bah, un peu comme la nature des lignées spirituelles, c'est très englobant. Donc, moi, je ne saurais que conseiller aux personnes qui auront eu voilà, la petite étincelle qui se réveille en nous écoutant, bah, d'avoir au moins cette curiosité d'aller se questionner là-dessus et de voir ce qui vient. Voilà, en se connectant à ce fameux petit féminin sacré qui pose des petits cailloux et qui nous emmène vers le bon chemin. Mais je pense que voilà, on n'est pas, il y a pas des élus et des personnes qui ne le sont pas. Il y a que des personnes qui se sont mises en route et qui ont attrapé le fil et d'autres qui l'ont pas encore fait consciemment. Et peut-être que vous êtes en train de suivre un fil et vous en rendez pas compte. Eh ben, écoute, on va encourager toutes les personnes qui nous ont écoutés à enclencher ce processus si ce n'est pas déjà fait. On peut te retrouver où, Iria, en ce moment? C'est quoi ton actualité? Alors sur Instagram, quand ça te prend, quand ça te Oui, chante? sur Instagram, alors j'ai des posts sur la lignée en ce moment qui arrivent de temps en temps. Ok. Donc je vais en faire encore quelques-uns, sachant que la finalité, ce sera de vous proposer une prestation autour de la lignée, qui est quelque chose qui me demande beaucoup de temps et euh, de, de réajustement parce que à l'heure actuelle, dans mes propositions de tirage, il y a un tirage emblématique qui est le tirage alchimique, qui est un tirage avec une technique bien à lui, qui n'est pas qu'un tirage de cartes. Il y a vraiment tout un rituel autour de ça. Et donc, je suis un peu en train de faire une sorte de pendant
bien différent, bien à soi, avec la lignée. Et je vous proposerai donc quelque chose de sur mesure et d'inédit autour de la lignée. Donc, je prends le temps de peaufiner ça. Et en fin d'année, il y a un oracle qui va arriver, ma deuxième collaboration avec Gulliver l'Aventurière, qui devrait arriver d'ici le mois de novembre. Et cette fois-ci, on parlera d'alchimie. Après la déesse sombre, ce sera quelque chose autour de l'alchimie. Donc, je suis toujours un petit peu sur mes, sur mes marottes. Bon, génial. Écoute, on a trop hâte de retrouver toutes ces nouveautés pour découvrir la suite de ton travail, moi en tout cas qui m'enthousiasme toujours autant. En tout cas, un grand merci, Iria, d'être venue au micro de La Rose qui parle. Je te fais plein de gros bisous. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Merci Hélène. Si tu as aimé mon partage du jour, n'hésite pas à le diffuser autour de toi et à le noter avantageusement pour soutenir et promouvoir le podcast. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.